Financia Live, l'émission qui secoue les investissements. Une émission proposée par Financia Business School, présentée par Alfonso Lopez de Castro et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de Financia Live. Je suis ravi de retrouver mon compère pour animer cette émission, Alfonso Lopez de Castro. Bonjour. Bonjour Fabrice. Donc Alfonso, vous êtes directeur de Financia Business School. On l'a dit, on le répète, en ce moment c'est pas évident pour tous les étudiants qui sont à distance, qui sont reconfinés surtout en ce moment. Mais heureusement, on arrive avec une invitée exceptionnelle. On a le plaisir d'accueillir Sabrina Langsner. Bonjour Sabrina. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et dirigeante de Chapter One Capital. On va tout savoir sur cette nouvelle aventure entrepreneuriale, mais plus largement un parcours, je le disais, assez étonnant, d'avocate à chef d'entreprise, voilà, avec un côté évidemment business. Ça, de quoi inspirer justement vos élèves, Alfonso. Pourquoi vous avez souhaité bien que Sabrina nous rejoigne aujourd'hui? Alors, elle a beaucoup de qualités. Et donc, énormément de raisons d'inviter. Un des points qui est évident déjà, c'est que c'est une femme. Et en tant que chef d'entreprise dans la finance, il n'y a pas beaucoup. Et c'est vrai que ce soit chez Financia ou Radio Patrimoine, on essaie de mettre à l'honneur. D'ailleurs, vous avez une émission mise à l'honneur des femmes et des chefs d'entreprise. Et donc, on est ravis d'essayer de respecter un petit peu cette mixité et peut-être... et d'encourager surtout les vocations pour les filles. Exactement. Et pour les filles, et puis pour les différents types de parcours. Et ce qu'on a beaucoup aimé, chez Sabrina, c'est que souvent les gens pensent à faire des business schools, des écoles, mais pas seulement. Et je pense qu'elle va nous dire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du parcours de tes études, puisqu'on a aussi beaucoup d'étudiants qui oui, dedans, pas sûr. seulement des professionnels aussi de la finance, mais aussi des étudiants. Alors, quel était ton parcours, déjà au niveau des études, avant de parler du parcours professionnel? Alors oui, avec plaisir. D'abord, merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Je suis vraiment très honorée. C'est vrai que j'ai un parcours assez atypique en cela qu'il est pluridisciplinaire. J'ai d'abord obtenu en fait un master 2 de philosophie et de droit. Et donc, j'ai ensuite passé le barreau. Et donc, j'ai d'abord exercé en qualité d'avocate à la cour dans différents cabinets, essentiellement français au début, contentieux international, donc droit des affaires. Et à la fin, après mon passage de l'autorité des marchés financiers, j'ai intégré un cabinet international pour développer la division FinTech du département Banque-Finance. Donc en effet, j'ai un parcours qui ne me destinait pas, à l'origine en tout cas, à la création d'une entreprise. Mais alors, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire et qu'est-ce qui, dans ces études, m'a conduit à avoir ce parcours? C'est vrai que dans le cadre de mon exercice à l'époque, en exercice libéral, je conseillais beaucoup les entrepreneurs, donc essentiellement à M&A. Donc j'ai vu au fait toute cette partie-là. M&A, on traduit Merger and Acquisition, donc fusion-acquisition. Fusion-acquisition, exactement. Alors après, moi, évidemment, sur le volet qui pouvait conduire à d'éventuels contentieux au terme des transactions. Et voulant à l'époque, en cabinet d'avocat, monter sur des dossiers plus importants en termes de volume, après, le step d'après, c'était les sociétés cotées. J'ai intégré l'autorité des marchés financiers, mais toujours sur une dominante contentieuse en réalité. Puisque j'ai intégré la division du contentieux et de l'instruction et du contentieux des sanctions de l'autorité des marchés financiers, ce qui est le bras armé du gendarme de la bourse. C'est vous qui distribuez les amendes? Alors non, moi j'étais à l'instruction. Donc c'est vous qui instruisiez le dossier et Absolument. Ensuite il y avait... Après qu'il y ait une enquête ou un contrôle, donc j'intervenais. Donc là on est très sur la partie, je dirais, pour tous les prestataires de services d'investissement. Là on intervient effectivement sur l'aspect disciplinaire qui parfois, avant qu'il y ait eu cette dernière décision du Conseil d'État, pouvait aussi conduire à des poursuites pénales concomitantes. Donc effectivement, j'étais plutôt à l'instruction. Et ça m'a permis notamment de développer considérablement, je dirais, mes connaissances académiques et opérationnelles sur le droit des marchés financiers. Ce en quoi, après, je me suis totalement spécialisée. Et là, pour toute catégorie d'interlocuteurs et d'intervenants qui étaient appréhendés par la réglementation financière. Donc, c'était également les banques, bien sûr, sur leurs services d'investissement, mais également les conseils en investissement financier, que sont souvent les conseils en gestion de patrimoine. C'est en tout cas une déclaration qu'ils font à l'ORIAS également, mais pas seulement. J'ai aussi toutes les sociétés de gestion de portefeuille, dès lors qu'ils font de la gestion pour compte de tiers, compte propre. Donc, c'est assez, je dirais, très diversifié et extrêmement riche comme enseignement que j'ai dû appréhender au sein du régulateur.
Et de ce fait, à la fois d'avoir effectivement, je dirais, le background au niveau du droit des sociétés et de la vie des sociétés, des entrepreneurs, avant leur introduction en bourse, puis après d'avoir eu vraiment au sein du régulateur cette appréhension de la smart regulation et de la façon dont c'était en fait, finalement, quelle était l'application effective de cette réglementation au niveau des sanctions pour tous les acteurs qui étaient appréhendés par la réglementation financière, ça m'a donné effectivement une vision comme ça pluridisciplinaire que j'ai pu mettre à profit en cabinet d'avocat, puis aujourd'hui dans la société que j'ai constituée, Chapter One Capital. Oui, alors on va y revenir. Alfonso, on note souvent que les gens font des passages par l'autorité des marchés financiers, mais ne restent pas. Alors, je crois que c'est véritablement un problème pour eux parce que souvent vous avez un grand nombre de compétences et après ça part dans alors c'est bien si c'est pour créer d'autres sociétés puis créer de l'emploi, etc., c'est parfait. Mais est-ce que c'est le cas ou pas finalement ? Alors en fait, c'est pas un sujet, bien au contraire. Sachez que c'est très méconnu. Mais lorsque vous êtes devant la DRH ou le DRH, bon à l'époque c'était une femme, de l'autorité des marchés financiers, on vous demande quel est votre projet professionnel à horizon 3 ans. En fait, le régulateur n'a pas vocation à maintenir finalement, comme vous dites, tous ces talents au sein du régulateur. Bien au contraire, il s'agit après que les différents membres et collaborateurs de l'autorité des marchés financiers après aillent un petit peu dans le marché se prêter la bonne parole et les bonnes coutumes. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez énormément par exemple, à la direction de la gestion des actifs, donc pour tout ce qui concerne la gestion pour compte de tiers, par exemple, donc les fonds. Vous avez énormément après de RCCI qui sortent en fait des différents services de l'AMF et qui rejoignent de nouveau le marché. Qui viennent en toute connaissance de cause. Il y a une porosité entre le régulateur, l'AMF et bon, les grandes entreprises, gestion d'actifs, oui, etc. Absolument. Mais l'écosystème, du coup, se solidifie, c'est ça, puisqu'on a, vous êtes au cœur des règles, vous voyez beaucoup de dossiers pendant ces quelques années, et du coup, vous savez, une fois que vous revenez finalement dans la vie civile de l'entreprise, ce qu'il faut faire, et où est la ligne rouge, la ligne jaune, et puis de toute façon, le régulateur a cette double casquette en réalité. Le régulateur participe à l'attractivité de la place de Paris, aux côtés des différents interlocuteurs et membres et de marché, en fait. Elle propose notamment sa doctrine, elle sollicite les différents intervenants pour recueillir leurs commentaires avant une application. Donc elle est à la fois sur, effectivement, l'implémentation des normes et à la fois sur la partie disciplinaire. Mais le régulateur, de manière générale, parce que c'est quand même l'autorité administrative indépendante qui ne coûte rien aux contribuables, qui est donc financée par les membres de marché. Donc c'est un point qui est quand même important. Et donc ça participe de l'autorégulation, en effet. On avance un petit peu, donc près de 5 ans à l'AMF et ensuite Bird & Bird, vous êtes à nouveau avocate, conseil au sein du groupe Banque et Finance, développement du département FinTech. Et alors là, c'est extraordinaire parce qu'on se souvient, Alfonso, de 2016, il y a on est avant les élections, donc un certain Emmanuel Macron qui est à l'économie et puis qui fait beaucoup, qui prône pour la Startup Nation, qui développe beaucoup de choses, notamment dans tout ce qui est crowdfunding, crowdlending, etc. Et on a une espèce de vague qui continue en ce moment, mais c'est un essaimage en fait de nombreuses fintechs qui vont démarrer à ce moment-là. C'est vrai. Alors en effet, avant de quitter l'autorité des marchés financiers, il s'avère que j'étais très sollicitée sur des dossiers sur lesquels on n'avait pas beaucoup de jurisprudence, en particulier tous les nouveaux intermédiaires, que sont devenus les conseillers en intermédiation participatif, le financement participatif dans l'IFP, etc. Et à l'époque, en fait, ces projets de réglementation étaient déjà à l'étude à partir de 2014. Et il s'avère qu'ayant eu à examiner certains dossiers qui sont passés en sanction sur des intermédiaires en biens divers, par exemple, ou sur les CIF qui commençaient à être très appréhendés par le régulateur, j'avais postulé pour être dans la filière qui s'est créée à ce moment-là, ACPR AMF, sur ce nouvel écosystème, comment l'appréhender au mieux, puisqu'on ne va pas se le cacher, l'innovation financière va toujours plus vite que la régulation, c'est le principe. Donc, ayant beaucoup participé à ces différents travaux, effectivement, je suis repassée en private practice, donc chez Bird & Bird, pour appréhender justement et assister ces nouveaux membres en fait, de marché, quel que soit finalement le service proposé. Ça pouvait également concerner les prestations en services de paiement, et pas uniquement les services financiers. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'était une filière ACPR, AMF à l'époque. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai développé cette nouvelle, en tout cas l'assistance et l'accompagnement de ces nouveaux interlocuteurs
qui souvent étaient des startups, mais qui appréhendaient assez mal ou pas vraiment la réglementation qu'il fallait implémenter, et d'ailleurs qui était toute récente, donc avec une vision qui n'était pas très claire. Donc, effectivement. D'accord, donc ça c'est 2016-2018, et puis voilà, vous franchissez le pas, il y a peu pour fonder votre propre structure. Alors non, en fait, dans l'intervalle... Il y a eu quelque chose dans l'intervalle. Oui. Ah oui, il y a Anaxago d'abord. Absolument, en fait, c'était ma cliente, Anaxago. J'étais donc counsel dans ce cabinet. Et parmi les clients que j'avais développés, le groupe Anaxago, que j'ai eu la chance de représenter en tant qu'avocate avant que nous participions à un dossier qui a été assez relayé dans la presse sur des participations à risque. Et dans le cadre du dossier sur lequel je les assistais pour obtenir l'agrément, donc en tant que société de gestion de portefeuille, pour gérer des fonds alternatifs d'investissement, donc des FIA, effectivement, ils m'ont fait la proposition de rejoindre l'aventure et de prendre la direction générale de la société de gestion, Anaxago Capital. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, on a déposé ce dossier. On a été les premiers, en fait, la première plateforme à créer sa société de gestion. Aujourd'hui, ça a créé des émules. Plusieurs autres plateformes de crowdfunding immobilier sont devenues aujourd'hui également sociétés de gestion, ont été rachetées par des gros acteurs de la place. Donc, ce n'est plus la seule, mais ça a été la première à ouvrir la voie chez le régulateur pour faire également de la gestion pour compte de tiers. Donc, c'était une super aventure. Donc, beau parcours. Oui, immobilier, puisque alors on a un petit peu oublié, mais à l'époque, moi j'ai rencontré Sabrina en travaillant sur la blockchain. Oui, exactement, c'est vrai. Il y a des startups, il y a des fintech, il y a des moyens de paiement, il y a des agréments, mais il y avait cette blockchain dont on parle souvent dans cette émission. Et Sabrina était déjà assez précurseur. Je me rappelle, elle voyageait beaucoup à New York, et des grandes capitales mondiales à faire des colloques. Donc c'est un marché qui évolue de manière un peu différente qu'à l'époque, mais on se rend compte que la réglementation est toujours au cœur, en fait. Aujourd'hui, c'est une jeune technologie, et donc on a besoin de juristes, de droit et de connaissances, je dirais, multiples. Je vais juste revenir un petit peu, entre autres, sur l'AMF, puisque pour nos jeunes étudiants, un grand conseil, on voit bien que finalement, je dirais pas c'est une deuxième école, mais en tout cas c'est une très belle entreprise qui s'occupe, je dirais, de ses salariés, qui les forme, et on voit énormément d'anciens un petit peu partout. Et donc pour faire ses armes, quand on est jeune, je conseille de postuler aux différentes autorités, que ce soit l'AMF, les autorités de régulation. Alors c'est vrai qu'on a souvent une vision un peu tronquée lorsqu'on est opérationnel, mais en réalité, déjà la chance lorsqu'on passe chez le régulateur, c'est d'avoir finalement les meilleurs de tous les différents métiers. J'ai travaillé aussi bien avec la direction des affaires comptables qu'avec la direction des marchés, la direction de la gestion des actifs, et vous avez finalement tous les métiers de la finance qui sont représentés et que vous avez pas toujours l'habitude. Lorsque vous êtes chez un trader, vous ne serez jamais qu'en front office. Vous n'avez jamais la vision transverse du métier, et d'ailleurs c'est très segmenté. D'ailleurs il y a une muraille de Chine évidemment, mais je veux dire, vous n'avez pas une connaissance métier, et c'est vrai que ça vous donne une vision très transverse en fait des différents métiers de la finance en général, avec des acteurs souvent très spécialisés et qui sont capables de vous répondre. Alors, moi, j'avais une question plus sur la création d'entreprise. Oui. Je sais que c'est une question qui ne se pose pas, mais à quel âge tu as monté ton entreprise? Quand est-ce que tu t'es sentie prête, en fait, force de toutes ces expériences? Et est-ce que c'était une volonté en toi? Oui, alors de créer absolument. Une entreprise? Alors, en réalité, je crois que de toute façon, ce qu'il faut dire aussi à tous ceux qui nous écoutent, c'est que être profession libérale, c'est déjà en soi une micro-entreprise. Donc, en fait, vous êtes déjà, en étant avocate, et d'ailleurs, souvent, on ne vous l'apprend pas à l'école du barreau, mais si vous n'allez pas chercher le client, c'est pas lui qui viendra vous chercher. Donc, il y a vraiment ce travail d'auto-marketing qui est en fait assez important, qui passe essentiellement par le savoir-faire, plus que le faire savoir, mais qui est indispensable en fait pour développer sa clientèle. Et donc finalement, je dirais que je suis arrivée assez facilement ça a été un cheminement assez naturel de finir par vraiment être créateur, chef d'entreprise. Je suis passée par la case aussi Anaxago Capital où j'ai pris la direction générale, mais j'étais avec des associés et c'est vrai que voilà, donc j'ai vraiment décidé de monter la structure Chapter One Capital. Ça va certainement surprendre tout le monde, mais en réalité en pleine phase Covid. Ça a été un moment de sidération pour nous tous, nécessairement, mars 2020. Et ça a été aussi le moment de se poser les bonnes questions de ce qu'on veut vraiment faire et comment y parvenir.
Et finalement, mon constat, mais qui est très personnel, c'est que de ce que j'apportais dans le groupe dans lequel j'étais, finalement, j'étais capable de le faire seule. Et voulant m'adresser à une typologie d'investisseurs spécifiques que sont plutôt les professionnels et les institutionnels, sachant que le groupe dans lequel j'étais était clairement plutôt retail investors. C'est moins à raison du groupe avec lequel d'ailleurs je m'entends très bien qu'à raison vraiment de ce que je voulais faire. Ayant travaillé justement ces précédentes expériences, mes vraies qualifications sont très clairement de savoir parler avec les investisseurs professionnels, de les avoir régulés, de les avoir supervisés, donc de les connaître bien de l'intérieur. Et donc, c'est pour me recentrer sur cette typologie d'investisseurs que j'ai monté Chapter One Capital. D'accord. Une question quand même, parce que vous aurez pu aussi rejoindre un autre cabinet. Il y en a beaucoup, des très prestigieux sur la place. Et je pense qu'ils auraient été très intéressés par votre profil, ce cursus voilà, déjà impressionnant. Pourquoi l'idée de se lancer comme ça, toute seule, l'envie d'avoir sa propre structure, ou de se dire, moi, je peux y arriver et finalement, ce qu'il faut, je l'ai entre mes deux oreilles et c'est ma connaissance. Je crois vraiment que je crois que je suis très indépendante dans ma façon de travailler. Je ne pense pas que tout le monde ait envie d'être entrepreneur, voilà, et tout le monde ne veut pas intégrer des grands groupes intégrés. Pour les avoir bien côtoyés, c'est vrai que moi j'avais pas spécialement envie de rentrer dans une grande banque d'affaires internationale, particulièrement segmentée. Justement, mon parcours est à l'inverse de cela. Donc c'est vrai que quand on a un parcours pluridisciplinaire, on ne rentre pas dans toutes les cases. Donc, et certainement que c'est ce qui a conduit à ce que j'étais plus à l'aise chez moi. Bon, comment ça se passe les premiers pas, puisque vous l'avez dit, on est en pleine pandémie, tout est à l'arrêt. Bon, vous avez votre examen de conscience, finalement, vous dites, là je me lance. Oui, comment ça se passe les premiers pas? Vous aviez quand même des contacts, vous aviez sûrement des pistes quand même pour ne pas se lancer dans le vide. Premier client. Alors, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance. Il s'avère qu'à l'époque où j'étais encore directrice générale, donc ça s'est en fait ça s'est arrêté en octobre 2020. Et du coup, j'ai monté la structure en novembre 2020, donc c'est effectivement très récent. Peut-être quand même préciser qu'il s'agit d'un cabinet de conseil, parce que sinon, je ne suis pas sûre que tout le monde me suive très bien. En fait, dans le cadre de mes activités de directrice générale, j'avais déjà apporté avec moi un certain nombre d'investisseurs professionnels pour lesquels j'avais structuré certains investissements qui ne rentraient pas finalement totalement dans le cadre du crowdfunding immobilier. Et qui donc, on a structuré, je dirais, des véhicules ad hoc sur des opérations spécifiques pour faire co-investir des investisseurs professionnels que je connaissais déjà. Donc l'essentiel du travail, je dirais, avant d'officiellement quitter la structure, ça a été évidemment en qualité de key people, puisque en étant... j'étais dirigeant responsable au sens de l'autorité des marchés financiers, c'était évidemment d'informer l'ensemble de ces investisseurs qui étaient venus par mon intermédiaire du fait que je quittais ce poste, mais que je suivrais toujours leurs investissements et que ça ne remettait évidemment pas en cause toute la viabilité, la confiance que j'apportais au groupe que j'avais décidé de quitter. Pour bien comprendre, peut-être pour expliciter, c'est une sorte de, peut-être pas de garantie décennale, mais de se dire, voilà, j'ai créé le dossier, je l'ai structuré. Oui, s'il se passe quelque chose dans 2-3 ans, je serai capable de revenir et de vous expliquer tout ce qui s'est passé. Oui, alors après, dans la dette privée, c'est rarement aussi long, en tout cas pas en junior. Là, on avait structuré la mezzanine, donc un financement structuré junior. Et donc là, on est plutôt sur des maturités qui sont entre 18 et 24 mois. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un petit peu attendu aussi pour faire cette annonce officielle, qu'on soit déjà très avancé sur les sorties effectives des différentes opérations que j'avais déjà structurées. Très bien. Alors justement, concernant les opérations, il y a beaucoup de family office qui nous écoutent. Oui. On est la radio du patrimoine et puis aussi des institutionnels. À quel taux, alors je ne prends pas un taux précis, mais une fourchette. Question piège. Ah oui, à quel taux on peut s'attendre aujourd'hui sur les opérations? Bon, sachant que les opérations qui sont complexes, moins complexes, donc c'est pour ça qu'on parle de fourchette. Mais est-ce qu'il y a une fourchette de marché? Est-ce qu'il y en a une déjà? Oui, alors je dirais oui, mais je dirais oui et non. Ça fait un peu une réponse qui ne va pas vous plaire. En fait, je pense que ça dépend beaucoup des modalités d'intervention des prêteurs, parce qu'après, là, qu'on fasse selon l'instrument financier, obligations simples, convertibles, ou origination primaire pour de la dette, de type crédit, ça dépendra beaucoup de la nature de la dette et finalement des différentes garanties qui seront apportées par l'opérateur.
Ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, on nous dit beaucoup que les taux sont restés relativement bas, ce qui est vrai. On n'a pas constaté une flambée des taux, une remontée considérable. Mais c'est vrai aussi que l'obtention de ces différents crédits qu'on dit seniors sont devenus longs et parfois très difficiles. Et parfois, simplement, c'est non, tout simplement, en raison de la classe d'actifs. Donc ça, c'est le premier point. Donc je dirais que peu important à la fin le taux. Si l'établissement bancaire, par exemple, ont décidé que là, compte tenu du contexte, en tout cas, tel établissement ne financera plus d'hôtellerie, par exemple. Alors, ça ne sera pas indéfiniment dans le temps, mais en tout cas, à date, aujourd'hui, certains ont décidé que ça ne rentrait plus dans leur stratégie ou l'ont estimé trop risqué. Faire, par exemple, du tertiaire monolocataire sur certaines zones, ça peut être considéré maintenant un peu risqué. Faire du retail pied d'immeuble, nécessairement, en ce moment, c'est un peu risqué. Donc, tout ça. C'est risqué, ça veut dire que le taux va augmenter, que les investisseurs vont être plus frileux, voilà, donc ils vont demander des primes plus importantes. Exactement. Donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut appréhender davantage que par le taux. Je dirais même que c'est souvent, si je devais conseiller en tout cas les auditeurs qui cherchent justement à se financer via de la dette, que c'est parfois pas nécessairement le taux qui sera déterminant, mais plus les sorties en fait du crédit. Quelle que soit sa forme, en tout cas de la dette, il est possible que des fonds soient peut-être plus chers comme ça facialement en termes de taux, par exemple, sur certains prêteurs alternatifs, mais qu'in fine, vous pouviez sortir sans pénalité à n'importe quel moment, passer une date. Donc c'est vrai, qu'est-ce que c'est mieux, selon le projet, d'avoir un taux, je ne sais pas, à 3%, et vous êtes obligé de payer pendant 5 ans, ou est-ce que c'est mieux d'avoir un taux à 6,5, mais que vous ne pouvez payer que 24 mois ? Donc là, je pense que le service de la dette, ça se regarde sur sa globalité. Pour répondre oui, bien sûr, à des investissements, on le sait, de toute façon, là où il y a du risque, il y a aussi peut-être promesse de rendement. Donc l'essentiel, c'est que le deal se fasse à un moment. Néanmoins, tiens, un petit point de conjoncture. C'est vrai qu'on entend beaucoup qu'il y a beaucoup d'argent disponible. On le voit, les banques centrales qui ont vraiment fait tourner la planche à billets à plein régime. Le private equity, le capital risque également, qui a les poches pleines. On dit souvent qu'il y a beaucoup plus d'argent que de bons projets. Est-ce que vous souscrivez à cette maxime ? Alors, il y a effectivement beaucoup de liquidités, en tout cas, c'est ce qu'on comprend sur le marché, mais je crois aussi qu'il y a beaucoup d'attentisme. C'est-à-dire que... Ça, c'est embêtant pour vous quand vous lancez votre société ou pour l'instant, ça va ? Embêtant, je ne sais pas. Je crois qu'on a quand même intérêt à conseiller vraiment des projets sur lesquels on se sent très confortable. C'est-à-dire... Donc, si ça ne se déboucle pas dans les bonnes conditions, c'est peut-être parfois mieux de dire non. Donc, pour l'instant, c'est plutôt la position que nous avons. Mais je dirais qu'en effet, là, il y a la vraie tension, je dirais que nous constatons, c'est que les vendeurs ne sont pas prêts pour l'instant à brader tellement les prix. Et on les comprend. Je pense qu'il y a aussi des éléments conjoncturels, mais qui ne sont pas structurels, ni à l'immeuble, ni à la stratégie. Et donc, voilà, ils se sentent un petit peu comme ça pris au piège de devoir vraiment baisser leur prix. Et à la fois, les acheteurs ont la liquidité, mais ils se sentent aussi capables d'attendre. Donc, il n'y a pas eu les soldes pour l'instant. Je crois que c'est ça qu'il faut leur dire. Je ne pense pas, d'ailleurs, plus le temps passe et moins, je suis persuadée que ça interviendra vraiment. Peut-être sur quelques opérations, mais je ne suis pas sûre que ça soit vraiment un phénomène de marché. En tout cas, je ne crois pas. Parce qu'il y a bien un moment où, sans aucun produit disponible, les prix se maintiennent. Ils auront certainement raison, les vendeurs, d'attendre, s'ils peuvent. Bien sûr. On va arriver au terme de cette émission. Je voulais savoir, justement, quelques mois après le lancement, comment ça se passe du coup pour vous ? Est-ce que vous avez fait vos premiers deals ? Est-ce que le carnet de commandes est bien rempli ? Oui, alors merci beaucoup. En effet, en un trimestre, en 2020, on a broqué 80 millions déjà. Donc, on est vraiment content en fait que c'est pris justement qu'on ait eu ces investisseurs qui nous aient suivis. On précise, parce qu'on jongle là tout de suite avec les millions, c'est dans le M&A, ça veut dire quoi, broquer 80 millions ? Ça veut dire que sur les besoins en financement au global, sur les 3 opérations que nous avons closées à la fin de l'année, ce que nous avons apporté soit en dette, soit en equity, c'est un volume de 80 millions. Sur des montants plus importants. Par exemple, il y en a une en particulier où nous sommes venus avec 40 millions sur une opération au global à 300 millions. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons apporté en intermédiation. C'est ce que nous avons conseillé. Voilà. Oui, on voit justement sur votre profil « We are hiring ». Ça veut dire, on recrute. Absolument. Vous ne voulez pas rester toute seule, alors en fait, quel type de profil vous recherchez ? Nous avons déjà... j'ai eu beaucoup de chance également. J'ai des jeunes talents qui sont venus déjà rejoindre l'aventure. Donc, ce qu'on recherche, ce sera un premier profil. On va besoin de renforcer l'équipe d'analyse financière, donc qui est plutôt un profil M&A
dette privée. Donc c'est ce qu'on recherche là à très court terme. Pareil, nous allons prendre, je pense, un alternant pour l'année qui va commencer là. Donc là, je crois que c'est bientôt les candidatures. Donc c'est un appel à candidature pour tous ceux qui voudraient justement travailler sur un peu le métier de banque d'affaires en real estate finance. Voilà, on va recruter ce profil-là également et certainement muscler sur un profil plutôt mid-senior sur la dette. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est bientôt la période pour vos étudiants, Alfonso. Exactement. Les candidatures ont commencé. Les grandes banques ont prévu un petit peu leur marché, décider la taille des effectifs. Les effectifs, entre autres pour l'alternance, et dont je rappelle qui est fortement soutenu par l'État, puisqu'on reçoit pour un alternant l'entreprise 8 000 € par chaque apprenant. Donc c'est une opportunité, en fait, à la fin, ça revient moins cher qu'un stagiaire, et il reste là au minimum 1 an, voire si on souhaite, on peut le garder 2 ans, ce qui pour l'entreprise et pour l'apprenant est une bonne chose. Et souvent, beaucoup d'entreprises utilisent ça pour embaucher ensuite de manière définitive, puisque comme vous avez vu à côté... C'est vrai, il y a qu'on les a formés, qui sont restés auprès de l'équipe et qui sont restés 1 an. Effectivement, ouais, je suis d'accord. Souvent, on a beaucoup d'apprenants. Les gens pensent que ce sont des salariés. Ils ne savent même pas qu'ils vont à l'école, puisqu'ils passent au moins 3 jours par semaine, ou des fois même un petit plus. Avant de conclure, moi, j'avais une petite question. Parce que le choix... Ce sont les questions pièges qui arrivent toujours à la fin. Pas du tout. Question ludique. Le choix du nom d'une entreprise, c'est pas évident. J'imagine il y a beaucoup de recherches. C'est pas évident. Alors, pourquoi Chapter One? Est-ce que c'est un clin d'œil? Ouais, c'était un double clin d'œil, effectivement. Je crois que c'était le premier chapitre me concernant d'une nouvelle aventure. Et c'est souvent le premier chapitre soit d'un projet, soit d'une société qu'on viendrait financer en seed. Et donc, on écrit l'histoire ensemble. Donc, voilà, c'est ce à quoi fait référence Chapter One. On retiendra ce nom. Voilà, Chapter One Capital. Écoutez, bon vent, Sabrina Langster. Bravo, en tout cas, pour avoir lancé ça. Merci, en tout cas, de nous avoir présenté votre parcours, votre entreprise. J'espère que ça inspirera tous ceux qui nous ont écoutés, les étudiants comme les plus seniors. Peut-être, vous allez retrouver certains profils. En tout cas, on vous le souhaite. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci, Alfonso. Merci. Alfonso Lopez de Castro, le patron de Financia Business School. On se retrouve, nous, dès le mois prochain. Voilà, avec un nouvel invité pour un nouveau numéro de Financia Live. À très bientôt. Financia Live, une émission proposée par Financia Business School à retrouver sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.